Bienvenue sur la chaîne Les Jours d'avant, un lieu où les souvenirs culinaires du passé reprennent vie. Replongeons ensemble dans une époque où la cuisine n'était pas seulement un lieu de préparation, mais un véritable laboratoire d'astuces, de débrouille et d'amour. Là où, au lieu de produits chimiques, on utilisait du bicarbonate, où, à défaut de gadgets, on comptait sur l'ingéniosité, et où chaque ingrédient était précieux jusqu'à la dernière goutte. Aujourd'hui, nous raviverons ces petites astuces oubliées, transmises à voix basse, de grand-mère à mère, de mère à fille, et qui, parfois, étonnent encore. Restez avec nous et n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de la chaîne, peut-être qu'elles vous rappelleront quelque chose de précieux venu de votre jeunesse. Quand du café arrivait à la maison fort sombre, souvent acheté en vrac au marché ou rapporté du sud, ma grand-mère nous rappelait toujours que tous les grains ne se valent pas. Parfois, l'arôme promettait monts et merveilles, mais la tasse révélait une amertume raide, presque revêche. Sans froncer les sourcils ni émettre de jugement, elle ajoutait alors une infime pincée de sel dans la cafetière, moins qu'une soupe en réclame, mais assez pour que tout change. Ce n'était ni un tour de magie, ni une sophistication culinaire, mais une astuce éprouvée par le temps. Le sel atténuait l'amertume, effaçait les notes trop rudes et rendait au café une rondeur, une douceur presque oubliée. Nous, enfants, observions cela avec étonnement, car pour nous, le sel appartenait aux pommes de terre, pas à la tasse du matin. Mais dès la première gorgée, tout s'éclairait, le goût devenait velouté, presque caressant, comme un souvenir d'enfance retrouvé. Aujourd'hui, à l'heure des capsules et des mousses au lait, seuls ceux qui faisaient le café sur la flamme, dans une cuisine minuscule où chaque geste comptait, se rappellent encore de ce petit miracle discret. À une époque où l'on n'aurait jamais songé à gaspiller de la nourriture et où chaque plat était estimé autant pour sa saveur que pour le temps et l'amour investi, un excès de sel n'était pas un drame, mais un petit accroc qu'il fallait réparer. Quand maman ou ma tante, emportée par la discussion, salait un peu trop la soupe, la purée ou la ratatouille, un vieux réflexe entrait en jeu, on plongeait une pomme de terre crue et pelée dans la casserole. Silencieusement, elle absorbait l'excédent de sel comme une éponge, redonnant au plat sa mesure et son équilibre. Après une demi-heure, on la retirait inutilisable désormais pour toute autre recette, mais elle avait accompli sa tâche avec une noblesse discrète. Pour nous, enfants, c'était presque magique. L'erreur disparaissait comme gommée par une main invisible. Et n'est-ce pas un petit miracle qu'un simple tubercule puisse sauver un repas et préserver tout un après-midi de cuisine? Ces gestes, ces astuces ne se transmettaient pas dans des livres, mais dans un chuchotement entre deux cuillerées, dans un regard complice au-dessus de la marmite, comme des secrets qu'on ne devrait jamais perdre. Il nous est tous arrivé de casser un verre ou une assiette, et sur le sol de la cuisine, qu'il soit en carrelage ou en bois, ce fracas soudain s'accompagnait d'un battement de cœur suspendu et du soupir de maman, non pas de colère, mais de cette conscience résignée qu'il faudrait désormais marcher avec une prudence redoublée. Car même après le passage minutieux de la balayette et de la pelle, il restait toujours le doute cruel qu'un éclat minuscule, invisible à l'œil, puisse se tapir entre deux lames du parquet ou au bord d'un tapis. Alors, entrait en scène une astuce ancienne, transmise de mère en fille, sans manuel ni explication technique, l'ami d'un pain frais, encore tiède, dense et souple, devenait l'allié silencieuse du ménage. On la passait délicatement sur le sol, la nappe ou le plan de travail, et tous les morceaux de verre, même les plus fins, s'y accrochaient docilement. Nous observions la scène avec stupeur comment ce pain, qui quelques instants plus tôt faisait partie du petit déjeuner, pouvait-il devenir un rempart contre les blessures? Ce n'était pas un simple truc, c'était le reflet d'un savoir-faire empreint de sagesse et d'économie.
où rien n'était jeté, et où chaque chose, même une mie de pain, gardait sa place et son utilité jusqu'au bout. Quand il s'agissait de pâtisseries ou de recettes exigeant une séparation parfaite entre les blancs et les jaunes, comme pour une meringue aérienne ou une crème onctueuse, les gestes de ma grand-mère semblaient guidés non par les doigts, mais par des années d'expérience, de patience et de connaissance de la matière. Pourtant, lors des grandes occasions, quand plusieurs œufs devaient être traités d'un coup, elle utilisait un stratagème qui nous laissait bouche bée par sa simplicité ingénieuse. Une simple bouteille en verre devenait un outil de précision. Elle la pressait légèrement, puis, au-dessus du jaune reposant dans la coquille, relâchait doucement la pression. Et comme par magie, le jaune entier, intact, était aspiré dans le goulot, laissant le blanc proprement dans le bol. Nous retenions notre souffle à chaque fois, ébahis qu'un tel tour se fasse sans gadget moderne. Car voilà ce qu'était la cuisine d'autrefois. Non pas une accumulation d'objets, mais un art d'improviser avec intelligence, né du manque et d'un profond respect pour les ingrédients. Et tout cela, elle le faisait en souriant, comme si elle savait que le vrai savoir, c'est de faire bien, avec peu. La poêle brûlante, celle que l'on préparait pour faire frire les pommes de terre ou les beignets, était à la fois le cœur du repas et une scène de tension bouillonnante, car il suffisait d'un soupçon d'eau ou d'un ingrédient trop humide pour que l'huile éclate en jets brûlants, nous faisant bondir en arrière avec des cris aussi spontanés qu'effrayés. C'est alors que surgissait une astuce ancienne sortie d'un tiroir de mémoire silencieuse, une simple pincée de sucre jetée dans la poêle chaude avant d'y verser l'huile. Ce sucre ne caramélisait pas, ne changeait pas le goût, mais semblait dompter la vapeur, apaiser le tumulte, fixer l'humidité avant qu'elle ne puisse se rebeller. Ma grand-mère, imperturbable, avec son sourire léger, nous disait que c'était plus sûr ainsi, et en effet, l'huile cessait de danser, comme si elle avait écouté. Nous ne connaissions pas encore les mots comme réaction chimique ou tension de surface, mais nous sentions qu'il y avait là un savoir magique, né non dans les laboratoires, mais dans le calme des maisons d'autrefois, là où chaque phénomène devenait règle et chaque hasard une leçon transmise à jamais. Après le déjeuner du dimanche, lorsque ne restaient sur la table que des miettes et quelques traces brillantes de sauce au fond des casseroles, venait l'heure du lavage, un moment simple, presque méditatif, qui ne s'emplissait pas de senteurs industrielles, mais d'un parfum vif et naturel, celui du citron. Car chez nous, chaque écorce de citron pressé était précieusement gardée, déposée au bord de l'évier comme un outil discret mais redoutable. Elle effaçait les graisses des poêles, faisait briller les verres ternis, redonnait un éclat neuf aux vieilles casseroles. Ma grand-mère frottait sans hâte, avec ce demi-citron dans la main, comme si elle repensait aux étés du Sud où les fruits mûrissaient lentement. L'eau tiède devenait alors un bain parfumé, où le savon se mêlait aux souvenirs, et le nettoyage devenait une forme de gratitude silencieuse pour chaque repas partagé. Pourquoi jeter cette peau si elle avait encore tant à offrir? Voilà ce qui résumait la sagesse d'antan. Voir l'utilité là où d'autres ne voyaient qu'un déchet et honorer chaque chose jusqu'à sa dernière goutte, jusqu'à son dernier zeste. Dans l'ancien buffet de la véranda, là où l'air restait toujours plus frais que dans le reste de la maison, un grand coffre en bois abritait chaque hiver un mélange étrange mais réfléchi, des pommes et des pommes de terre, côte à côte, non pas par manque de place, mais en vertu d'une règle muette transmise de mère en fille. Car les pommes, avec leur arôme discret et sucré, ce gaz invisible qu'elles émettaient l'éthylène, jouaient le rôle d'un gardien silencieux, empêchant les tubercules de céder à leur désir de pousser. Ma grand-mère, le fichu glissé sur le front, expliquait qu'en plaçant simplement une ou deux pommes au centre du sac, on gardait les patates fermes, lisses, sans ces germes gris que nous arrachions sans ménagement au printemps.
C'était une forme de dialogue végétal, mystérieux et apaisant, une conversation secrète entre fruits et légumes, comme une lettre écrite sans mots, dans laquelle chacun aidait l'autre à mieux durer. Nous ne lisions pas encore de revues scientifiques, mais nous savions déjà que même un légume se conduisait mieux en présence d'une pomme. Sur la table de mon arrière-grand-mère, la sucrière n'était jamais qu'un simple récipient. Elle ressemblait plutôt à un petit coffre à secret, un écrin discret où, sous les morceaux de sucre bien alignés, se cachait toujours un bout de mie de pain séché, non pas pour économiser, mais pour préserver. Ce petit fragment de pain, humble et fidèle, absorbait l'humidité ambiante, protégeant les cristaux de sucre de la fusion, leur permettant de rester secs et friables, prêts à fondre le thé du matin. Lorsque, enfants, nous demandions pourquoi ce bout de pain dormait là où il n'avait rien à faire, elle secouait doucement la tête sans lever les yeux. « Pour que le sucre soit poudreux, mon chéri, pas dur comme de la pierre. » Et dans une maison sans absorbeur d'humidité ni produits modernes, tout fonctionnait grâce à la mémoire, à l'expérience, à cette intelligence patiente forgée dans les années de manque. La mie était changée chaque mois, devenait dure comme un caillou, mais elle avait rempli sa mission jusqu'au bout. Et c'est peu être là, dans ces détails presque invisibles, que se logeait cette science oubliée du quotidien, celle qui nous apprenait que rien n'était inutile, que tout pouvait encore servir, et qu'un simple morceau de pain pouvait être le gardien silencieux de la douceur. À chaque fois qu'il fallait émincer de l'oignon, pas une petite tête pour une salade, mais plusieurs pour un ragoût de légumes, une marinade ou une bonne soupe aux saveurs d'antan, une sorte de rituel se mettait en place, et au lieu des mouchoirs ou des grimaces mouillées de larmes, on faisait appel à une astuce d'une simplicité presque désarmante, l'oignon passé au congélateur. Maman en sortait quelques-uns du filet, choisissait les plus fermes, les glissait sur l'étagère du haut du congélateur, et après une quinzaine de minutes seulement, elle les découpait avec une sérénité glaciale, comme si le bulbe lui-même avait renoncé à faire pleurer. Ce n'était pas de la magie, mais un savoir empirique hérité des cuisines silencieuses, où l'on savait que le froid neutralisait les émanations piquantes. Nous, enfin, nous pouvions aider sans froncer les sourcils, contents de faire partie de cette petite science domestique. Aujourd'hui, on parle de couteaux japonais, de lunettes anti-larmes, de hottes aspirantes dernier cri, mais dans nos souvenirs, c'est toujours cette scène familière qui revient. Un congélateur, des oignons givrés et ce vieux truc ingénieux que l'on transmet encore comme un secret précieux. Dans chaque pot de confiture, une fois les tartines de la semaine passée, restait toujours une trace, un fond collant, sucré, légèrement cristallisé, trop peu pour napper une tranche de pain, mais bien trop précieux pour finir dans la poubelle. C'était là que grand-mère intervenait avec sa sagesse tranquille. Elle prenait ce résidu et l'ajoutait directement dans le théière, dans le filtre, avec les feuilles noires et fumées, et voilà que le thé, tout simple quelques instants plus tôt, se parait soudain d'arômes de fraises, de framboises ou même de rhubarbe, comme une infusion venue d'un salon raffiné. Si le fond était plus épais, avec quelques fruits restés prisonniers, on le raclait avec une petite cuillère pour l'intégrer à une pâte à gâteau, à un roulé ou même à un fromage blanc. À l'époque, la confiture n'était pas un luxe, c'était une déclaration d'amour à l'été mise en bocaux pour résister à l'hiver. On ne gaspillait pas une goutte, car chaque cuillerée contenait la mémoire des baies cueillies en juillet, des mains qui avaient touillé et écumé, des gestes patients au-dessus d'une marmite frémissante. Ce qu'il restait au fond du pot n'était pas un rebut, c'était la dernière étincelle de juillet dans un soir de novembre. Autrefois, bien avant que les rayons des supermarchés ne regorgent de boîtes colorées au charbon actif ou de diffuseurs aux senteurs chimiques, le réfrigérateur de la maison ne sentait ni le yaourt, ni l'oignon, ni même le fromage oublié. Il ne sentait rien du tout. Car maman y déposait un petit pot discret
dans lequel reposait le marc de café de la veille, pas rincé, pas séché, juste tiède encore, sorti tout droit de la cafetière, imprégné d'arômes profonds et d'une amertume rassurante. Il restait là, dans un coin, et semblait absorber toutes les odeurs superflues, le poisson mariné, le fromage entamé, l'ânette fanée. Personne n'expliquait vraiment pourquoi cela marchait, mais cela fonctionnait toujours. Et dans ce geste simple, il y avait quelque chose de profondément tendre, savoir que même le café déjà utilisé avait encore un rôle à jouer, une utilité, une mission à accomplir dans le silence du foyer. Plus tard, on jetait le marc ou on le versait dans le pot d'une plante, et la terre, reconnaissante, s'en nourrissait. Ainsi, dans une seule tasse de café, il y avait de quoi éveiller, purifier, recycler et chérir chaque petite chose du quotidien. Quand une légère fumée s'élevait soudain de la cuisine et qu'on entendait un « zut » ou un « ah mince », que ce soit maman ou mamie, nous savions déjà ce qui venait de se passer. Il y avait l'odeur de riz trop cuit, de crème accrochée au fond, mais le plus rageant, c'était la bouillie oubliée dans une vieille casserole en aluminium qui laissait une croûte noire comme de l'encre. Et là surgissait une astuce d'un autre temps, du lait et du bicarbonate de soude. On versait un fond de lait frais, on y ajoutait une cuillère de bicarbonate, on remettait la casserole sur feu doux et peu à peu, un miracle discret s'opérait, le fond noirâtre se détachait, la mousse frémissait doucement et dans l'air flottait l'odeur rassurante d'un espoir retrouvé. On laissait reposer toute la nuit et au matin, il ne restait qu'une ombre du désastre. Cette technique se transmettait d'une femme à l'autre comme un clin d'œil de solidarité domestique, non pas pour sauver une casserole, mais pour affirmer qu'avec patience et un peu de savoir, rien n'est vraiment irrattrapable. Et aujourd'hui encore, face aux machines modernes, ce doux bouillon reste le souvenir d'une époque où l'on réparait avant de jeter. Lors des douces soirées de juillet, quand la fenêtre de la cuisine restait grande ouverte et que le tilleul bruissait doucement au dehors, une lutte, discrète mais acharnée, s'engageait dans la maison contre les assaillants minuscules de la nuit, les moustiques. Pas de diffuseur électrique, pas de plaquettes chimiques à l'odeur irritante, mais une méthode ancestrale qui ne faillissait jamais. Les feuilles de thé usagées, encore humides et tièdes, elles étaient posées sur une soucoupe, parfois accompagnées d'une branche de thym ou de millepertuis séchés, puis on y mettait le feu. Elles se consumaient lentement, comme une vieille lettre d'été, dégageant une fumée parfumée, amère mais douce, rappelant l'herbe sèche et les marchés d'Orient. Et ce nuage délicat, à lui seul, suffisait à faire fuir les moustiques, comme si quelqu'un leur avait interdit de revenir. Les enfants continuaient à jouer au domino ou à modeler de la pâte, insouciants, sans se gratter. Ce rituel, aussi simple que magique, transformait un déchet en bouclier et prouvait, encore une fois qu'autrefois, même ce qui semblait inutile pouvait protéger et réchauffer. Quand l'hiver s'éternisait, que le ciel restait pâle et que le soleil ne faisait plus que de brèves apparitions, nous cherchions la chaleur non seulement dans les couvertures, mais aussi dans les parfums familiers. Le vieux radiateur en fonte, placé sous la fenêtre, n'était pas qu'une source de chaleur, il devenait un autel aromatique. Maman y déposait des écorces d'orange enroulées comme de petites spirales de lumière qui commençaient d'abord à craquer doucement, puis à libérer une odeur délicate, légèrement sucrée, qui montait dans toute la pièce, envahissant même le couloir jusqu'au plafond. Parfois, elle y ajoutait un peu de zeste de citron ou une pincée de cannelle, et soudain, la maison prenait des airs de fête, comme un avant-goût de Noël. Ce n'était ni de l'aromathérapie, ni une recette tirée d'un magazine. C'était simplement un geste transmis, un savoir de cœur, car une écorce d'orange sur un radiateur pouvait rendre l'hiver plus doux, la maison plus accueillante et l'enfance plus lumineuse, même quand la tempête faisait rage dehors. Lorsque le pain de savon
était usé jusqu'à devenir un petit morceau glissant, insaisissable entre les doigts, personne ne pensait à le jeter avec agacement. Car dans une maison où l'on économisait chaque chose, on savait que même ce minuscule vestige pouvait encore rendre service. Maman recueillait soigneusement tous ces bouts de savon de couleurs et d'odeurs variées, usés de différentes manières, et, une fois le pot plein, elle les râpait à l'aide d'une vieille râpe en métal, destinée non pas aux carottes, mais justement à ce genre de tâches. Les copeaux de savon ainsi obtenus étaient versés dans un bocal, auquel elle ajoutait parfois une pincée de bicarbonate ou quelques morceaux râpés de savon ménager, créant ainsi un véritable mélange lessiviel fait maison. Cette poudre magique était ensuite saupoudrée sur les taches des têtes d'oreiller, des collants d'enfants ou des torchons, puis le tout était bouilli dans une grande marmite émaillée, d'où s'échappait une vapeur au parfum de propreté et d'effort partagé. Dans ce pot de copeaux ne se trouvait pas seulement un produit pour laver, mais tout un héritage familial, une mémoire des générations, pour qui chaque reste, chaque miette, chaque savon pouvait encore servir avec soin, avec gratitude. Quand la maison embaumait la pâte levée et que le four chauffait non seulement les gâteaux, mais aussi les cœurs, tout le monde savait que l'instant décisif n'était pas seulement celui de la cuisson, mais aussi celui où l'on pouvait voir, par la vitre, la croûte qui dort, le biscuit qui gonfle, le fromage qui fond. Pourtant, cette vitre se couvrait souvent de buée, masquant la magie en cours. C'est alors qu'un simple chiffon entrait en scène en coton, bien lavé, encore tiède du fer à repasser. On le coinçait délicatement dans l'interstice entre la porte et le châssis du four, laissant juste un petit espace ouvert. Ce geste discret permettait une légère circulation d'air, chassant l'humidité et dévoilant à nouveau le spectacle de la cuisson comme à travers une lucarne limpide. Ce n'était écrit nulle part, ce n'était pas un conseil de magazine, c'était un savoir muet, transmis de grand-mère à mère, de mère à fille. Et chaque fois qu'un enfant s'approchait du four pour demander « C'est bientôt prêt ?», le chiffon était là humble gardien du miracle culinaire, discret symbole d'attention et d'astuce bienveillante, qui tenait tout l'univers de la cuisine. Lorsqu'après le repas, il restait au fond de la casserole une croûte noire, tenace, vestige de lait, de riz ou de sauce oubliée, et que tout semblait perdu, comme si seule une éponge métallique accompagnée d'un soupir exaspéré pouvait en venir à bout, un vieux tour de main entrait alors en scène. Aujourd'hui presque oublié, mais autrefois considéré comme un véritable petit miracle domestique. Dans le tiroir à bouteilles, on gardait toujours quelques anciens bouchons de vin, et si l'un d'eux avait déjà servi et porté la marque d'une précédente carbonisation, c'était encore mieux. Ce bouchon noirci, cassé en deux, révélant en son cœur une matière poreuse et charbonneuse, était déposé au fond de la casserole encrassée. On y ajoutait un peu d'eau, parfois une cuillère de bicarbonate, et on laissait agir ou même frémir doucement sur le feu. Peu à peu, comme par enchantement, la couche brûlée se détachait d'elle-même, comme si une main invisible tirait dessus avec douceur. Maman disait que le bouchon aspirait le brûlé, comme une éponge aspire l'eau. Ce n'était pas de la magie, mais simplement l'intelligence née des cuisines sans lave-vaisselle ni revêtement anti-adhésif. Et chaque fois qu'une casserole était ainsi sauvée de la condamnation, un discret bonheur nous envahissait, celui de voir un vieux morceau de bois calciné l'emporter sur toutes les solutions chimiques modernes. Sur l'étagère de la cuisine, les bocaux alignés portaient fièrement leurs étiquettes faites à la main, riz, semoule, sarrasin. Et dans chacun d'eux, parmi les grains blancs ou gris, reposaient une ou deux feuilles de laurier, sèches, cassantes, exhalant ce parfum familier de pot-au-feu et de souvenirs d'enfance. Cette feuille n'était pas là pour le goût, elle était une sentinelle, une garde silencieuse, veillant à ce qu'aucun invité indésirable ne s'y installe. Car, à cette époque, on n'achetait pas de sachets hermétiques.
Tout se vendait en vrac et, une fois chez soi, il fallait protéger ses provisions. Le laurier, avec son odeur tenace et un peu âpre, décourageait les charançons et autres intrus. Ma grand-mère répétait que si un bocal contenait une feuille de laurier, alors on pouvait dormir tranquille. Et en effet, jamais un seul insecte n'y apparaissait. Ce geste tout simple, presque insignifiant, témoignait d'un savoir ancien. Parfois, la protection la plus fiable vient des choses les plus discrètes à condition de savoir les reconnaître et les utiliser. Aujourd'hui encore, alors que nous courons vers les produits spécialisés, il suffirait de se souvenir de ce vieux bocal et de sa fragile gardienne, une feuille sèche qui, sans bruit, veillait sur tout un garde-manger. À une époque où les cuisines brillaient sans l'aide de produits industriels et où les poignées en laiton ou les boutons de la cuisinière scintillaient comme neufs, ce n'étaient pas les aérosols du commerce qui faisaient le travail, mais des ingrédients simples, toujours présents dans le placard, de la farine, du vinaigre et un peu de sel. Maman mélangeait ces trois éléments jusqu'à obtenir une pâte épaisse, qu'elle appliquait doucement sur les poignées du four, les robinets ternis ou les vieux plateaux en métal. Pendant que ma sœur et moi jouions à cache-cache derrière les rideaux, elle frottait patiemment, laissait agir quelques minutes, puis essuyait le tout avec un chiffon doux, comme si elle effaçait le passage du temps lui-même. L'odeur du vinaigre était piquante, un peu âpre, mais le résultat, lui, éblouissait. Pas une égratignure, pas de résidus chimiques, juste un peu de farine, rescapée de la pâte à crêpes, et le savoir-faire discret d'une femme qui connaissait les secrets de son foyer. Aujourd'hui, on parlerait de nettoyant écologique, mais à l'époque, c'était tout simplement cela, de la débrouille, de la douceur et un soin profondément ancré dans le quotidien. Lorsque le bicarbonate venait à manquer et que les magasins étaient trop loin ou déjà fermés, on se tournait vers l'élément le plus simple, le plus ancien, la cendre. Ramassée au fond du poêle ou sous la grille de la cheminée, elle était conservée dans une boîte en fer blanc, posée à côté du bois sec dans un coin de la cuisine. Fine, sèche, légèrement grise au toucher, elle devenait un véritable trésor ménager. Une pincée mélangée à de l'eau chaude, et voilà que l'on pouvait frotter les casseroles, les poêles, même les assiettes grasses encore marquées par le jus du rôti. Pas de mousse, pas de parfum fleuri, mais une propreté irréprochable, jusqu'au crissement sous les doigts, et une odeur discrète de feu de bois, là où d'autres auraient laissé des relents chimiques. Parfois, maman filtrait la cendre pour en faire une lessive liquide, qu'elle utilisait aussi bien pour laver les vitres que pour rincer les torchons. Oui, imaginez, une eau grise venue du fond du foyer, remplaçant toutes les bouteilles en plastique. Pour nous, enfants, c'était de la magie pure, de la poussière naissait la propreté. Et dans ce geste humble, il y avait toute une philosophie, celle d'un monde où l'on savait que rien n'était jamais vraiment inutile. Aujourd'hui, tout cela peut sembler anodin, mais c'est justement dans ces gestes imperceptibles que se tissait une vie où chaque chose avait sa valeur et chaque soin son poids. Il n'y avait ni spray, ni capsule, ni bouton magique, mais il y avait une sagesse transmise d'une génération à l'autre, d'un regard à un geste, d'un geste à une habitude. Et vous, vous souvenez-vous de ces astuces dans votre maison? Ou peut-être les utilisez-vous encore aujourd'hui? Si l'une de ces méthodes vous a rappelé la voix de votre grand-mère, une odeur d'enfance ou la chaleur d'une vieille cuisine, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et surtout, allez découvrir nos autres récits, ils regorgent de ces petits riens qui rendent le passé si vivant.